Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous à cette Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée aujourd'hui. Bienvenue à ce live, le premier pour l'année 2025, NES Show. Cette émission dédiée qui concerne tout ce qui est développement personnel et professionnel, dédiée surtout pour les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui sont déjà entrepreneurs, chefs d'entreprise, des managers, et tout ce qui s'intéresse à se développer, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Et j'ai le plaisir, et je suis ravie, d'accueillir Daniel Morel, qui est conférencier et formateur en PNL. Bonjour Daniel. Bonjour, vraiment merci pour cette chouette invitation. Je suis très heureux d'être là avec vous et de partager un sujet qui me tient énormément à cœur. Génial. Merci encore, surtout qu'il pleut aujourd'hui. Alors, dites-nous, pour te connaître un peu plus, t'es connecté d'où exactement? Pour avoir un peu Moi, je suis connecté d'une région dont on parle beaucoup pour l'instant dans les actualités, puisque j'habite à côté de Redon, donc c'est une ville qui est complètement submergée par les eaux. C'est à la limite de la Bretagne, et donc entre Vannes, Rennes et Nantes. Voilà. Et, donc je suis un Breton. Voilà. Conférencier et formateur certifié en PNL, qu'est-ce qui t'a amené à se spécialiser dans ce domaine et ça fait combien de temps? Ça va faire 30 ans que je suis spécialisé dans le domaine de la PNL et l'énéagramme. Et puis, ça fait plus que je fais aussi des conférences, à la fois en France et puis dans les pays limitrophes de la France. Pour être tout à fait honnête, c'est absolument pas une recherche de développement ou quoi que ce soit. J'ai travaillé dans l'industrie agroalimentaire, j'ai aussi travaillé dans la dimension sociale, je suis directeur de mission locale, des choses comme ça. Et puis un jour, je fais une formation une formation de formateur et j'ai un petit stage à faire. Et dans ce stage-là, je le fais dans un centre de formation où je tombe sur un cahier des charges du groupe Pizza Pie. Et là, je vois qu'ils demandent pour les nouveaux arrivants une formation de 300 heures, dont 40 heures de PNL. Je me suis dit dans ma petite tête, je me suis dit, ça, c'est un produit d'avenir parce que Groupe Pizza Pie, c'est pas n'importe qui. Donc, s'ils mettent plus de 10% de PNL, ça veut dire que c'est un truc intéressant. Je ne sais pas ce que c'est. Je me renseigne, j'appelle un gars à Nantes. Je dis, c'est quoi la PNL? Il m'explique, je comprends rien. Il me dit, week-end. Et je vais au week-end de découverte. Et donc là, j'ai fait base, tech, prat, medprat, jusqu'à enseignant certifié, c'est-à-dire le plus haut niveau qu'on puisse obtenir. Et j'ai tout de suite commencé à faire de la formation et ça ne m'a jamais quitté. Voilà. Tout ça grâce à un petit article. Grâce à un bureau mal rangé. Alors, pour tous ceux qui disent oui, pour réussir dans la vie, il faut bien ranger ses affaires, la réponse est non. Le bureau, c'est un bordel. Moi, j'ai fait un peu de place en poussant ça. J'ai vu ce document et je me suis dit waouh. Et ce que je me suis dit, c'est avéré absolument vrai. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est un métier d'avenir, ça a l'air bien payé et on ne va pas trop travailler. Eh bien, en fait, ça s'est avéré vrai 30 ans plus tard. C'est le jackpot. C'est confirmé. Alors, pour ceux qui arrivent, bienvenue à tous. Et je rappelle le thème de l'émission ce soir, c'est la personnalité en entreprise, cette fameuse personnalité. Alors, qu'est-ce que tu entends déjà par personnalité? Pour toi, c'est quoi la définition? La définition de la personnalité, ça vient donc de personnage. Et personnage, ça vient de persona, le masque. C'est-à-dire que dans la Rome antique, quand on jouait une pièce de théâtre, on prenait un masque qu'on posait sur son visage. Ce masque s'appelait le persona.
Et il avait comme vocation d'exprimer certaines émotions, d'exprimer certains ressentis. Donc tu prenais le masque de la colère, le masque du mécontentement, le masque du gentil, le masque du méchant, le masque du parfait, le masque de l'idiot. Donc tu prenais tous les masques. Et les masques, c'est ce que tu mettais entre ce que tu es au fond et les autres pour communiquer ce que tu as besoin de communiquer. Donc c'est un outil de communication. On va même se rendre compte que c'est quasiment une monnaie qu'on a fabriquée de obtenir certaines choses de l'environnement. Donc le personnage, la personnalité, c'est tout sauf l'identité. Cependant, il faut bien comprendre que la personnalité, le personnage, est un petit morceau de mon identité, c'est-à-dire c'est le petit morceau que mon inconscient, avant que je sois même conscient de me souvenir de quoi que ce soit, vers 1 an, 2 ans, même avant, eh bien, il y a une partie de moi qui a mis en lumière une partie de moi, mais juste une partie de moi, le reste étant censuré. Eh bien, cette partie de moi que j'ai mis en lumière vers les autres s'appelle le personnage. Donc, le personnage n'est qu'une petite partie de moi. Alors j'ai l'impression des fois c'est comme l'œuf et la poule hein, qui arrivent avant. Est-ce que c'est le personnage qui utilise la personnalité ou la personnalité qui utilise le personnage? C'est un peu philosophique, mais Alors, c'est notre inconscient qui, au travers d'une cellule de crise, d'adaptation, de survie, va aller chercher à l'intérieur de notre identité ce qui lui semble nécessaire pour satisfaire l'environnement de manière à ce que l'environnement puisse assurer notre propre survie. Donc, je dirais, c'est une partie de notre inconscient qui utilise notre identité pour y puiser notre personnage, qui est une monnaie d'échange pour obtenir de la part des autres de l'amour, de la sécurité, de la reconnaissance, parce que nous sommes des êtres dépendants. Nous sommes 100% dépendants quand nous sommes nés. Nous sommes de grands prématurés. Faudrait, dans les études que j'ai pu avoir, entre 9 et 22 mois, pour considérer que l'enfant pourrait être un animal avec une petite partie d'autonomie, mais qui ne soit pas à 100% dépendant. Un petit peu comme un cheval, il peut, voilà, à la naissance, il arrive à tenir sur ses pattes et à téter sa mère. L'enfant, lui, il est un vrai grand prématuré. Donc, il va se spécialiser. Vraiment, c'est la spécialisation. Il va se spécialiser pour survivre. Et donc, il a un logiciel interne qui lui permet de faire des hypothèses sur ce que les autres autour d'eux, autour de lui, pourraient attendre. Et donc, lui, il va le jouer. Et en le jouant, eh bien, il sort son personnage, sa personnalité, espérant que s'il donne ça à l'environnement, l'environnement va lui apporter ce que lui n'est pas capable de se fournir, de l'amour, de la sécurité, de la reconnaissance. D'où le personnage qui est un mécanisme de survie qu'on met en place dès notre naissance, dès les secondes de notre naissance, et qui va nous accompagner, selon, par exemple, Jung, pendant toute la matinée de notre vie. Toute la matinée de notre vie. C'est jusqu'à la crise de la quarantaine où on a besoin de changements nécessaires. on forge une personnalité hein, jusqu'à un certain âge qui est façonnée hein, par les épreuves de la vie et on se construit avec et à travers en même temps. Certaines épreuves fait que on se découvre autrement. Alors tu parles de la crise de quarantaine, des fois elle peut être avant, des fois d'autres après. Absolument, tu as raison. Dans le monde du travail, on se découvre aussi. Hein. On nous demande d'acquérir certaines compétences, certainement liées à tout ce qui est leadership. Quelles sont les compétences qu'on a besoin et comment on fait face à ces épreuves en fait, qui fait que on se découvre autrement. On y fait face à peu près comme on peut. Dans la première partie de notre vie, on y fait face en général en faisant un peu plus de la même chose. Et ce n'est que lorsque, après la trentaine, souvent, on commence à se rendre compte que le modèle qui est le nôtre, c'est-à-dire la manière dont on fonctionne, même en la ralentissant ou même en l'accélérant, eh bien, ça ne génère pas les résultats auxquels on pourrait peut-être aspirer. Ça veut dire que soit ça va nous amener vers des choses qui nous enlèvent un stress intéressant. Le stress intéressant, c'est celui qui nous sauve
de la dépression. Hein. Pas assez de stress dans la vie, ben, c'est aussi parfois une dépression. On n'a pas assez de pression et on va se rendre compte que notre vie n'est pas intéressante. Ou parfois, en fait, on va aller plus vers le burn-out. C'est-à-dire qu'on pense qu'il faut en faire plus, et on va finir par s'user. Et ça va nous amener parfois à des résultats insatisfaisants, parfois à de la dépression, parfois à du burn-out, parfois à des résultats qui sont tellement opposés à ce qu'on aurait voulu voir grandir dans notre vie que ça va nécessiter une remise en question que parfois certaines personnes arrivent à faire et d'autres n'arrivent pas à faire parce que ça n'est pas un passage facile que de réussir à transformer ce premier logiciel en un deuxième logiciel. On va naître et développer un logiciel de survie. Et ce n'est pas un logiciel de bonheur, ce n'est pas un logiciel de vie. Ça veut dire qu'il va falloir d'abord prendre conscience qu'on a un logiciel de survie, de manière ensuite à se poser la question, ben, puisque je fonctionne avec un logiciel de survie et que je voudrais avoir une vie, que dois-je comprendre, que dois-je apprendre, que dois-je mettre en place pour qu'à un moment donné, je puisse prétendre à un minimum de bonheur dans une vraie vie et non pas dans une survie. C'est là toute la remise en question qu'on a souvent dans le milieu de vie, à savoir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui fait sens, comment j'ai envie de donner du sens à ma vie. Et il y a une quête qui est parfois fructueuse et parfois totalement infructueuse. Et quand elle est infructueuse, malheureusement, elle nous amène parfois à renoncer à se développer et à mettre en place ce qu'on appelle des stratégies de compensation ou des stratégies d'évitement, comme la nourriture, comme l'alcool, comme les drogues, qui vont nous faire croire que l'on peut ressentir malgré tout une vraie vie, alors qu'on n'arrive pas à faire évoluer ou à débloquer notre système de survie. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, dans ces périodes-là, soit vont prendre un fil conducteur positif ou un fil conducteur, malheureusement, étant donné qu'il n'est pas positif, ben, on a tous envie de ressentir les mêmes choses. On va parfois, devant une vie qui ne se réalise pas, aller chercher des joies artificielles. C'est ça qui est dommage. Donc, quand on commence à voir s'implanter dans notre vie des joies artificielles, il est temps de se poser la question du sens et dans la vie, de ce qu'on a envie de mettre dans sa vie, parce que si on met en place des stratégies de compensation et des stratégies d'évitement, c'est que raisonnablement, on n'y arrive pas. Donc, alors, puisque tu en parles du sens, moi, ça me parle un petit peu, parce qu'à un moment donné, on peut perdre sens aussi. Oui, et pour trouver ce sens, bah, on est obligé de compenser par ce fameuse joie artificielle pour rebondir. Des fois, c'est comme un tremplin, en fait. Les joies artificielles peuvent parfois, ou les artifices peuvent parfois nous aider. On sait très bien que dans les tribus, il y a des initiations avec certains produits qui nous permettent d'ouvrir notre esprit. Là, malheureusement, je dirais que nous, Européens, c'est rarement l'occasion de saisir une opportunité d'ouvrir notre esprit pour agrandir notre vie, mais simplement de prendre des produits qui vont parfois nous amener à nous contenter d'une vie qui ne nous convient pas, mais que les produits rendent supportable. Alors, j'ai posé la question aujourd'hui à mon audience. Je leur ai dit, si vous avez des questions sur cette thématique, n'hésitez pas à me l'envoyer. Parmi les questions que j'ai reçues, c'est est-ce qu'on est né leadership ou on le devient? Et si on ne l'est pas, bah, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour l'être? D'abord, je crois qu'on ne peut pas prétendre à du leadership externe tant qu'on n'est pas capable d'être un leader pour soi-même, d'être capable d'être un leader d'un point de vue intellectuel, c'est-à-dire de faire rentrer les informations qui sont les informations nécessaires à notre croissance ou au fait d'avoir une vie dans laquelle on aura à la fois du succès et de l'épanouissement. D'être dans le leadership, c'est aussi être capable de se leader soi-même d'un point de vue émotionnel, c'est-à-dire d'être face à des événements qui peuvent parfois venir nous chahuter, nous percuter, être capable de décider de la dynamique émotionnelle dans laquelle on a envie de se leader. Parce que ça va amplifier le leadership vers aussi, ce qui me concerne, le fait d'avoir accès à un choix, à une variété de comportements qui vont être au service de ce que j'ai envie de voir grandir dans ma vie, c'est-à-dire mes réussites, mes succès, mais aussi mon épanouissement. Donc, le leadership, non, on n'en a pas au départ,
on l'acquiert avec l'expérience. Il y a beaucoup trop de gens qui, malheureusement, se trouvent dans la dimension du développement personnel ou du management, ou des gens qui sont même des managers, ou qu'on appellera des gens avec du leadership, mais qui n'en ont pas ou qui est artificiel, qui vont essayer d'avoir du leadership à l'extérieur d'eux-mêmes, sans en avoir à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors, ça ne s'appelle plus du leadership, ça s'appelle de la manipulation, voire même plus que ça. Donc, non, ça s'acquiert. C'est un travail phénoménal, non pas d'apprendre à manipuler les autres, ça n'y a rien de plus simple. N'importe quel couillon, crétin est capable de faire ça. Je ne parle pas des dégâts qu'il va être capable de faire en faisant ça. Je parle du leadership d'abord de soi-même, c'est-à-dire cette capacité à orienter son intellect, c'est-à-dire sa pensée, c'est-à-dire son mental, c'est-à-dire son cerveau intellectuel, également les émotions et également les comportements pour aller d'une manière cohérente vers deux choses qui sont fondamentales lorsqu'on a une vie, c'est la réussite et c'est l'épanouissement. Et puis avoir aussi, il faut avoir cette honnêteté quand on est resté coincé dans le logiciel de survie, et bien avoir du leadership pour aller chercher de l'amour, de la sécurité, de la reconnaissance chez les autres. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire le leadership. J'ai mes propres intérêts, j'ai des stratégies et j'ai des valeurs et également une morale. Donc c'est à moi, le leadership, c'est d'être capable d'aller puiser dans mes talents intellectuels, émotionnels et comportementaux la manière, c'est-à-dire les stratégies qui vont me permettre de prendre soin de mes intérêts tout en prenant en compte les valeurs et la morale qui est la mienne. C'est ça pour moi aussi le leadership. Et c'est ça aussi le leadership quand on a envie d'en faire un métier, d'en faire une activité ou de commencer à aller emmener ça à l'extérieur pour aider d'autres personnes. Ça va de les aider à prendre soin de leurs intérêts en tenant compte de leurs valeurs et de leur morale, et donc de trouver les stratégies qui vont leur permettre d'atteindre ce qui est bon pour eux, à savoir leur réussite et leur épanouissement, parce qu'il n'y a pas de réussite sans épanouissement. Alors, quand vous dites il faut y aller vers l'extérieur, bah, des fois, en fait, en cherchant ou même en aidant les autres, hein, et je prends l'exemple des managers ou des dirigeants des entreprises aujourd'hui où ils ont cette responsabilité. Et d'ailleurs, dans un des interviews, j'ai entendu un grand entrepreneur et influenceur en même temps qui disait des fois, il se privait de certains moments conviviaux de la vie privée. Parce qu'il a cette responsabilité aussi de ses managers, ses salariés, parce que leur vie dépend de lui-même. Donc, des fois, ce n'est pas une exigence, c'est pas une manière, peut-être en aidant les autres, on s'aide soi-même, en élevant les autres, on va s'élever forcément. C'est jambe droite, jambe gauche. On peut aller, si on veut se grandir, à un moment donné, on va être obligé d'aider d'autres à grandir. Si on a envie d'aider les autres à grandir, à un moment donné, on est obligé de grandir. Donc, c'est Jacob et de Lafont, hein, ça va ensemble, c'est Laurel et Hardy. Donc, ça marche ensemble. Faut juste pas oublier de on veut aider les autres, de s'aider soi. Si on veut aider soi, eh bien, de le faire aussi pour d'autres. Je crois qu'il faut être attentif. Dans tous les domaines de la vie, hein. Ouais. Oui, mais ce que tu disais tout à l'heure, ça n'est pas un signe d'être un bon leader que de sacrifier sa propre vie. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Au contraire, cette personne doit et devra améliorer en fait ses stratégies pour prendre soin de ses intérêts, c'est-à-dire sa santé, sa vie privée, sa famille, ses enfants, ses amis, et de rester en accord avec les valeurs qui sont les siennes. Le leadership, c'est pas un synonyme de sacrifice. C'est un synonyme de compétence. C'est un synonyme de talent. C'est un synonyme de, je progresse dans ce domaine-là de manière à pouvoir aider d'autres personnes. Mais ça ne peut pas durer ni à long terme, ni à moyen terme, si le prix à payer du leadership externe, c'est mon sacrifice. Ça, c'est absolument impossible. Parce que je vais péter un boulon, parce que je ne vais prendre soin de mes intérêts. Le talent d'un bon leader, c'est d'être capable d'aider les autres tout en prenant en compte ses propres intérêts, ses propres valeurs et ses propres
sa propre morale et de se démerder par la porte ou par la fenêtre pour trouver les bonnes stratégies. Et s'il les a pas, eh bien, il doit se remettre en question. Parce que s'il n'a pas les bonnes stratégies et qu'il va puiser dans le sacrifice de ses propres intérêts, ben, c'est comme quelqu'un qui, pour aller aider ses salariés à venir au travail et pour pouvoir aller les coacher, eh bien, il leur donne l'argent nécessaire pour mettre de l'essence dans leur voiture, tout en oubliant d'en mettre dans la sienne, ce qui fait qu'au bout d'un moment, les salariés viennent au travail, mais lui, il ne peut plus y aller. Donc, c'est pas une notion de sacrifice, au contraire, ça voudrait dire qu'il ne travaille pas suffisamment bien sur ses stratégies, puisqu'il est obligé de puiser dans le sacrifice de ses intérêts personnels, ce qui n'est absolument pas adapté. Oui, mais ce genre de situation, c'est ce qui va lui permettre de se rendre compte de sa mauvaise stratégie ou de la manière de gérer et essayer de l'améliorer. Et j'imagine qu'on n'est pas bon. n'est pas bon dans tous les domaines et à un moment donné, cet enfant effrayé ou perdu, il va apparaître. Et ce que j'ai constaté, moi, ces derniers temps, que certes, hein, il y a cette tendance, cette initiative, qui est une bonne initiative, d'ailleurs, je salue, vers le bien-être, sauf qu'on en parle beaucoup de le bien-être et pas ou de son propre bien-être. Alors, avoir l'équilibre, c'est pas toujours évident. Il n'y a pas de. Je vais te dire une phrase que je trouve absolument incroyablement géniale, c'est qu'on est généreux que comportement. Donc à partir du moment où on veut donner de l'amour et qu'on n'en a pas à l'intérieur de soi, on n'est pas en train de donner de l'amour. On est en train de simuler l'amour qu'on donne pour que l'autre nous en donne. Donc on est généreux que par débordement. On va être capable d'aider les autres à prendre soin de leurs intérêts si nous, par débordement, on a su absolument très bien prendre soin de nos propres intérêts. Donc, on peut pas jouer longtemps celui qui est plein alors qu'il est vide. On en voit plein des gens. Je discutais encore avec une personne, une amie, il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, elle travaille dans l'aide et puis elle s'est épuisée. Donc, elle avait un remplacement et 3 semaines plus tard, elle s'est mise en arrêt. 3 semaines. Parce qu'elle a oublié juste un détail, prendre soin de ses intérêts. Alors certes, ça met beaucoup dans ses valeurs, oui, il faut aider les autres, machin, ok, d'accord, mais les stratégies que tu utilises sont en train de bafouer vos intérêts. Donc, 3 semaines, ok, c'était génial, 3 semaines, quel beau coup d'éclat, mais tu ne vas pas faire carrière avec ça. Hein. C'est ça qui est important de comprendre. Effectivement, mais c'est ce genre de situation qui permettent à la personne de se rendre compte et de faire avec. Alors, quelles sont les compétences ou les clés en fait pour être un leadership, le minimum, on va dire, syndicat minimum à avoir? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que vont s'opposer à l'intérieur de nous le personnage qu'on a mis en place depuis que nous sommes nés. Hein. Moi, j'ai un personnage, par exemple, que je connais très bien puisque je l'ai étudié. Je suis loyal, je suis courageux, je suis fiable, on peut compter sur moi, je passe ma vie à prévoir, machin, etc. Donc voilà, ok, très bien. Très, très bien. Sauf que. Alors, juste par rapport à ce que tu viens de citer, c'est pas aussi une manière cette manière de se définir, en fait, c'est pas un masque en lui-même, de se dire je suis tel et tel et tel. Alors que dans d'autres situations, ce que tu as dit, excuse-moi. C'est-à-dire le fait de dire je suis loyal, je suis courageux, je suis si, c'est pas une manière aussi de faire une liste de la personnage qu'on veut ou qui nous inspire ou qu'on veut l'être. C'est un qu'on s'impose à soi-même des fois. D'accord. C'est un constat. En fait, ce modèle-là existe depuis plus de 5000 ans, ça s'appelle l'énéagramme, c'est-à-dire la manière dont notre inconscient, au travers d'une cellule de crise de survie, a mis en place en fait des protocoles psychologiques basés sur un mécanisme de défense qui a généré une sélection émotionnelle qui a généré ensuite des comportements qui étaient plus ou moins automatiques. Eh bien, moi, je vais avoir des comportements plus ou moins automatiques qui sont liés aux émotions que je ressens, qui sont dus en fait au mécanisme de défense que j'ai à l'intérieur de moi. Et aucun d'entre nous a, mais moi, il est plus développé. Pourquoi? Parce que je suis justement dans cette configuration-là. Alors, cette configuration-là, ça a été l'idée de construire un personnage, parce que le petit Daniel, quand il est tout petit,
et qu'il a affaire à son papa, à sa maman, eh bien, son inconscient fait l'hypothèse que pour obtenir de l'amour, de la sécurité, de la reconnaissance, de la part de papa et de la part de maman, eh bien, il faut être courageux, il faut être fiable, il faut dire ce qu'on fait, etc., etc. Donc, il y a tout un personnage qui est absolument très bien identifié, y compris dans la littérature, mais que moi je connais bien, je me connais bien parce que je me suis beaucoup observé. Et ce personnage-là, c'est une monnaie d'échange proposée aux autres pour que les autres m'amènent de l'amour, de la sécurité et de la reconnaissance. Le seul problème, c'est que lorsque je veux être un manager, une personne qui est en charge du leadership, eh bien, avec ça que je vais y arriver. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'aille chercher en moi bien d'autres choses. Ça veut dire que pour développer ce rôle de leadership, il va falloir que j'accepte l'idée d'aller chercher en moi des choses que j'avais cachées, y compris à papa et à maman. Ça veut dire qu'en fait, je ne suis pas plus courageux qu'un autre, je suis même aussi lâche. Je ne suis pas plus fiable, je ne suis absolument pas de cette manière-là. Mais j'ai favorisé ce personnage que j'ai présenté aux autres et dans lequel aujourd'hui, bon, ça va aujourd'hui, mais dans lequel il y a quelques années, j'étais encore prisonnier, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à en sortir. On parle beaucoup, tu vois, en développement personnel ou ailleurs, de la zone de confort. Bien, la zone de confort, c'est ce qu'on s'autorise et ce qu'on ne s'autorise pas. C'est-à-dire, derrière la zone de confort, il y a peur de. Eh bien, on a le parallèle. Alors, juste une question, si tu me permets, Daniel. Oui, alors, le parallèle qu'on a avec le personnage, c'est que le personnage qu'on a chacun d'entre nous, c'est quoi? Eh bien, c'est justement la définition identitaire de la zone de confort. C'est-à-dire que la possibilité d'être autrement que ses habitudes émotionnelles, intellectuelles et comportementales, c'est devenu très difficile. Donc, pour aller dans un rôle qui va être beaucoup plus grand que mon personnage, il va falloir que je sorte de mon personnage et donc que je sorte de ma zone de contrôle, de confort, pardon, ou de contrôle. Pardon. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis en cause, en fait, parce que c'est rare, hein, je trouve. Est-ce que tu as apporté aussi à ton approche en énéagramme que tu l'appelles, toi, c'est humanisé, en fait. Quelle est l'information que tu as eue, que tu as compris, que tu as mis en place et que ça fait qu'aujourd'hui, ta manière d'enseigner ou de former en énéagramme, elle est différente des autres? Parce que j'ai bien compris que ça n'est pas en équipant mon personnage que je vais m'en sortir, mais c'est en sortant de mon personnage que je vais y arriver. Et moi, il y a une dizaine d'années, alors que dans mes valeurs, la famille, l'amitié, tout ça, c'est fondamentalement important, eh bien, il s'avère que tous les gens qui sont autour de moi, qui sont importants pour moi, eh bien, on finit par s'éloigner de moi. Pourquoi? Parce que mes enfants, eux, ils attendaient un papa, ils attendaient un père. Et qu'est-ce qu'ils rencontraient? Mon personnage. Mes amis, ils attendaient un ami. Qu'est-ce qu'ils rencontraient? Un personnage. Et j'ai aussi eu l'occasion de beaucoup travailler en entreprise. J'ai été simple ouvrier, j'ai été cadre, j'ai été directeur, j'ai été plein de choses. Eh bien, je peux te dire que quasiment à chaque fois, ça s'est mal terminé. Parce que je restais coincé. On peut avoir un exemple juste pour comprendre ce qui a créé un conflit ou que ça a créé ce. Absolument. J'ai un personnage qui est loyal et donc à partir du moment où dans mon entreprise les gens n'étaient pas loyaux comme la définition de mon personnage le voulait, alors à ce moment-là, moi j'envoyais tout péter. Donc ce qui fait que je passais ma vie à démissionner ou à être viré. Pourquoi? Parce que je n'arrivais pas à rentrer dans le rôle, je restais coincé dans mon personnage. Le personnage, il est lié à la survie, le rôle, il est lié à la vie. C'est-à-dire, c'est la manière dont je m'implique dans les différentes situations. Un exemple qui est très simple, là, je suis avec toi dans cette émission. Eh bien, je ne suis pas là avec mon personnage. Je suis bien rentré dans le rôle d'un interviewé qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus large que le personnage. Parce que moi, j'ai un personnage autrement qui est loyal, mais qui est aussi rebelle, qui est moitié complotiste, machin, etc. Alors là, sinon, la totale. Oui, c'est un merdier sans nom. C'est-à-dire que je ne vais absolument pas réussir à
alimenter ton émission comme moi j'ai envie de l'alimenter, mais mon personnage va se servir de ton émission pour exister, et parce que le personnage a comme vocation d'exister aux yeux des autres pour que les autres me ramènent amour, sécurité, reconnaissance. Alors que là, ce qui m'intéresse, ça n'est pas ni d'être aimé, ni d'être connu, ni d'être sécurisé par les gens qui m'entourent, c'est de rentrer dans le rôle de l'interviewé, et grâce à ce rôle-là, eh bien, je peux contribuer à ce que j'ai choisi de mettre dans ma vie, c'est-à-dire une interview, par exemple. Quand tu m'appelles pour me dire est-ce que tu veux une interview, je réfléchis. Je dis ok, est-ce que je veux ça dans ma vie? Oui, ok. Donc maintenant, je vais voir quel est le meilleur rôle qui va permettre de nourrir ce que j'ai envie de voir grandir dans ma vie. C'est aussi simple que ça. Alors, si on s'interroge sur... Là, c'est une invitation à tout le monde à s'interroger et se poser la même question, j'imagine, et voir ce qui leur arrange et ce qui leur arrange pas. Mais des fois, on est obligé d'y aller plus loin et faire des choses qui nous arrangent pas. C'est ça qui nous fait grandir. Et tu en as parlé tout à l'heure de je n'étais pas dans le rôle. Alors que tout le monde aujourd'hui veut sortir d'un rôle, en fait, parce qu'on peut s'adapter à un rôle et on suradapte des fois, et c'est pas bon aussi. C'est bien de sortir d'un rôle et essayer d'autres rôles dans la vie. C'est pour ça qu'il appelle servir de certaines qualités, c'est se rendre compte de ses atouts, ce qu'il doit s'équiper ou pas. Peu de gens veulent sortir du rôle. Quand le rôle ne leur convient pas, c'est qu'ils n'ont pas réfléchi que chaque rôle alimente une situation ou un contexte. Moi, quand je suis père ou quand je suis papa, j'alimente mon rôle familial parce que la famille, c'est important pour moi. Beaucoup de gens vont refuser les rôles parce qu'ils sont restés coincés dans leur personnage. C'est absolument tout. Donc, à un moment donné, c'est à eux de réfléchir, est-ce que je veux jouer ce rôle? Moi, quand je suis petit, je suis né dans une ferme. C'est-à-dire, je suis un fils de paysan et la question s'est très vite posée, qui va reprendre la ferme? Alors on a dit, ah ben ce sera Daniel, il est costaud, il est en bonne santé, machin, etc. Bon d'accord, très bien. Oui, mais moi, c'est pas le rôle qui m'intéresse. C'est pas parce que je suis coincé dans mon personnage, c'est parce que quand je regarde ce que j'ai envie de voir grandir dans ma vie, eh bien, être à la tête d'une entreprise agricole, ça ne m'intéresse pas. Donc le rôle ne m'intéresse pas. Donc j'ai dit non à ce rôle. Donc c'est nous qui devons, en fait, nous poser la question, est-ce que j'ai envie ou pas envie de mettre ce rôle dans ma vie? Et deuxièmement, est-ce que j'ai le choix de le faire ou est-ce que c'est mon personnage qui m'interdit de jouer ce rôle? Combien de fois de salariés dans une entreprise qui, à un moment donné, quittent leur rôle pour rentrer dans leur personnage rebelle, leur personnage, peu importe ce que c'est. L'objectif, c'est que le personnage nous est imposé par une partie inconsciente de nous-mêmes qui a été mise en place avant 2 ans et demi. Si on reste coincé là-dedans, on ne pourra vivre que la vie de notre personnage, et la vie de notre personnage, ça s'appelle une survie. Si on a envie d'avoir une vraie vie, et donc de réussir à mettre dans sa vie par exemple des voyages, par exemple des personnes, par exemple des activités, peu importe ce que c'est, eh bien, il va falloir accepter de jouer les rôles. Par exemple, autre exemple, moi j'ai une maman. Pendant des années, je suis resté coincé dans mon personnage. Ma maman, ça l'a saoulé. Elle a même quasiment coupé les ponts avec moi. Et elle avait raison parce que j'étais con. Jusqu'au jour où je comprends que en fait, tout le monde, c'est moi. Quand je me pose la question, je dis, mais pourquoi les gens s'aiment de moi? Ben parce que je suis resté coincé dans mon personnage rebelle, débile et idiot. Voilà. Et donc, moi, je me dis, oui, mais ma maman, elle a 90 ans. Est-ce que j'ai envie qu'elle meure en n'ayant pas rencontré son fils depuis si longtemps? Alors, ben, j'ai repris les choses en main. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux nourrir ce merveilleux projet qui est d'offrir à ma maman, en fait, un sentiment de connexion avec ses enfants? Eh bien, en jouant le rôle de fils. Et là, il a fallu que je m'arrache. Il a fallu que j'aille chercher la tendresse que j'avais un petit peu mis de côté. Il m'a fallu aller chercher l'écoute que j'avais mis un peu de côté. Il a fallu que j'amène de la tolérance que j'avais un peu mise de côté parce que ça n'intéressait pas mon personnage. Donc, le personnage, lui, il est une monnaie d'échange dans un modèle de survie pour obtenir de l'amour, de la sécurité, de la reconnaissance, alors que le rôle est un moyen d'investir certains domaines pour pouvoir les nourrir. C'est ça la différence. Et donc, quand on parle de leadership, coincé
dans son personnage de leadership, accroche-toi, ça va jamais fonctionner. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont embauchés parce qu'ils ont certains talents dans leur personnage, mais très vite, c'est beaucoup trop étroit pour qu'ils puissent développer le rôle qui leur est imparti, d'être un leader, d'accompagner les autres, etc. Parce qu'ils sont coincés dans le personnage, leur personnage ne laissera pas passer, sinon il va y avoir de la censure à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est ça qu'il y a besoin aussi de comprendre. Et j'en parlais hier ou avant-hier avec ma fille, une de mes filles, j'ai 6 enfants, donc j'ai un bon moyen d'aller chercher aussi des comparaisons et de belles discussions. Et je lui dis, tu vois, la problématique d'un personnage, c'est qu'il y a des personnages qui sont très doués, par exemple, pour lancer une entreprise. Et elle me dit, c'est Camille, elle me dit, ah ben non, alors moi, pas du tout. Je dis, non, tu as raison, parce qu'il y a des personnages qui sont très doués pour gérer une entreprise, la faire tourner, la faire marcher en vitesse de croisière. D'autres personnages sont très bons pour l'accélérer. Sauf que quand tu es, par exemple, chef d'entreprise, tu as besoin d'avoir le rôle de chef d'entreprise, c'est être capable de lancer, développer et mener en vitesse de croisière et puis peut-être partir dans telle ou telle direction. Et donc, tu vas être obligé d'aller bien au-delà de la programmation que tu as eue avant tes 20 ans. Il va falloir que tu apprennes à nourrir ton rôle pour qu'il soit beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant que ton pauvre petit personnage, même s'il y a… moi, j'ai un fils, par exemple, qui est un personnage, on va dire un personnage puissant. Donc, lui, il a toujours envie de plein de projets, plein de projets, plein de projets. Ah, il est capable de lancer plein de projets. Est-ce qu'il est capable de les rentabiliser? Non. Et c'est pour ça qu'il s'est associé avec sa sœur. Voilà. Et donc, c'est-à-dire, on peut chercher ce qui nous manque chez les autres, c'est ça? Mais c'est pas évident. Oui, c'est vrai que c'est bien le partage, l'entraide, mais aujourd'hui, dans la société où on vit, et moi, par le retour aussi que ce soit des personnes que j'accompagne ou les personnes que je croise ou je connais ou mes auditeurs, il y a beaucoup de manque de confiance aujourd'hui où tout le monde essaie d'avoir une carapace pour se protéger, que ce soit dans le cadre du travail ou dans le cadre du quotidien, et on finit par être seul et on va se plaindre de la solitude, malheureusement. C'est un excellent projet si on veut devenir une tortue. Mais à partir du moment où on a comme projet d'avoir une entreprise, d'aider d'autres personnes, la carapace, c'est pas ça tu vas pas miser là-dessus. Ça, c'est un projet de survie. Donc, ça veut dire que c'est un projet de sécurité. Mais quand moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont du braqueur qui a 20 ans de prison jusqu'à des amis qui ont des grosses entreprises, 1 million, etc. Mais ils sont toujours ouverts pour discuter. Ils sont toujours ouverts pour moi, quand je leur pose des questions, mais ils vont toujours prendre le temps de répondre. Mais ils sont intéressés. C'est des gens intéressants. Et moi, je suis intéressé de comprendre comment ils fonctionnent. Donc, moi, dans mon personnage, non, il faut se méfier de tout le monde. D'accord? Ah oui, comment tu fais pour croître? Comment tu fais pour grandir? Mon personnage, lui, il veut pas. Donc, je suis obligé, en fait, de dépasser ce personnage pour dire, non, on va aller à la rencontre d'autres personnes. Et donc, je rentre dans mon rôle de chef d'entreprise, dont la première qualité, ou la deuxième, on va dire, ça s'appelle l'enseignabilité. Si tu veux croître et que tu es tout seul dans ton coin, tu fais juste plus de la même chose. Ça, c'est le principe égotique. Si tu veux croître, eh bien, tu es dans l'obligation de devenir enseignable. Ça veut dire que tu vas aller demander à telle personne. Moi, je suis encore passé cette semaine, voir une de mes filles parce que j'avais envie d'avoir son avis. J'avais envie d'avoir son avis. Donc, je lui dis, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Elle me dit, ok, d'accord. Je dis, ok, ah ouais, d'accord, ok. Et tu ferais ça comment, machin, etc. C'est ça aussi être un chef d'entreprise. On croit qu'un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a tout dans la tête. Mais rien du tout. Il a que dalle dans la tête. C'est une dynamique, chef d'entreprise. C'est ce qu'on appelle des traits de caractère. Des traits de caractère qui vont faire que tu vas être capable de sortir de ton personnage pour rentrer dans le rôle du chef d'entreprise. Que sinon, tu ne peux pas réussir à mettre une entreprise en marche, la faire fonctionner, la développer, la pérenniser en étant coincé dans ton personnage.
Alors, comment se rendre, puisque tu en parles des caractères, parce que les caractères aussi, ça peut se retourner contre nous, comment se Pourquoi, rendre pourquoi compte? Oui, si on n'est pas capable de, de les gérer, oui. Et puis, je ne sais plus qui raconte ça, c'est un je ne sais plus comment il s'appelle, Épictète qui dit ça, il dit ton caractère est ton destin. Destin, ouais. Tu vois? Donc ça veut dire que aujourd'hui, la vie que tu as, c'est la manière dont tu es programmé. Plein de gens me disent, oui Daniel, toi qui as fait deux masters en hypnose, c'est quoi l'inconscient? Alors souvent, alors je dis, ben, tu sais ce que c'est l'inconscient? Il dit, oui, oui, oui. Je dis, ton inconscient? Oui, 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 oui. Je vais te dire. Je vais te dire. Hein? Nesrine, je vais te dire quel est ton inconscient. C'est très simple. Tu veux voir ton inconscient? Regarde ta vie. Regarde ta vie. Ta vie, c'est la partie développée de ton inconscient. L'inconscient, c'est le négatif et ta vie, c'est le positif de l'inconscient, c'est-à-dire ce qui est projeté à l'extérieur. Donc, si aujourd'hui, moi, quelqu'un me dit « Ouais, Daniel, tout ce que tu dis, c'est des conneries. » D'accord. Comment va ta vie? Est-ce que ça, c'est OK? Est-ce que tu réussis à créer une nouvelle activité? Peu importe ce que c'est, hein, c'est aller jouer avec les enfants, c'est monter une. Est-ce que tu réussis à la mettre en œuvre, à la pérenniser? Est-ce que tu réussis à avoir de bonnes relations avec tes enfants? Alors, m'emmerde pas avec tes théories qui ne marchent pas. Je suis en train de te dire que si tu veux, à un moment donné, réussir certains domaines, eh bien, il faudra que tu deviennes la femme ou l'homme de la situation. Ça veut dire qu'il y a maintenant, ma vie est comme ça. Si je sois comme ça, eh bien, ce qu'il y a de différent entre les deux, c'est la manière dont je fonctionne à l'intérieur de moi. Donc c'est le seul et unique endroit. Travailler, alors sinon, tu vois, on va acheter des livres sur la loi d'attraction, on va brûler de la sauge, on va allumer un cierge. D'accord, très bien. Bon. Mais ça ne va pas marcher. Ce qui va marcher, c'est qu'à un moment donné, tu dis, OK, c'est ça que j'ai envie de voir grandir. Alors, je vais aller voir comment d'autres personnes qui ont réussi à faire grandir ça, eh bien, ils fonctionnent. Et donc, pour ça, je vais aller à la rencontre de ces personnes-là. Mais quelqu'un qui me dit, je vais avoir une grande vie, puis qui regarde BFM TV, je lui dis, écoute, mec, tu es en train de regarder un monde catastrophique. C'est une manière de le voir, pourquoi pas? Mais le monde merveilleux que toi, tu peux voir, il peut exister, mais il faut que tu arrêtes d'alimenter ton monde merveilleux avec un monde pourri. Parce que c'est juste le regard qu'on porte sur les choses. Il est à la fois génial et pourri, c'est comme on veut. Alors, des fois, la personne qu'on veut devenir, hein, que ce soit chef d'entreprise ou un bon manager ou autre, elle nous trompe des fois. Et quand une fois on l'est, on découvre que c'est pas ça qu'on veut réellement. Ou il se peut que dans d'autres domaines de vie, on n'est pas bon et on a raté quelque chose. Et d'ailleurs, c'est pas tous les, on va dire, aujourd'hui malheureusement la réussite elle est liée tout ce qui est matériel. Même si c'est Non, important, hein. Ça dépend pour qui. Oui, Moi, c'est pas mon oui, cas. mais l'un n'empêche pas l'autre, en tout cas. Oui, oui, Il oui, n'y a c'est pas vrai. de mal pour l'avoir, mais ils ont oublié de nourrir certaines, on va dire, facettes de leur personnalité ou de leur vie. C'est ce qu'on appelle l'épanouissement. La réussite sans l'épanouissement n'est pas la réussite. Voilà. Donc l'épanouissement, c'est l'art de se sentir bien, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est d'avoir une culture interne qui est assez puissante, la culture de sa vision, la culture de son identité. Est-ce que je suis dans le personnage? Est-ce que je suis dans le rôle? La culture des croyances qui nous habitent. Si j'ai la croyance que je ne le mérite pas, la croyance que j'y arriverai pas, la croyance qu'il n'y a plus d'espoir, la croyance que je ne suis pas compétent, ça ne va pas aider les choses. La croyance que je suis que j'ai les bonnes émotions, avoir cultivé ma dimension émotionnelle. Quand on va négocier quelque chose avec un concurrent, avec un banquier, moi quand je vais je suis formateur, donc moi je suis souvent on m'applaudit, hein, mais quand je vais voir un collègue parce que j'ai envie de voir grandir quelque chose en moi et je ne sais pas le faire, ben je suis obligé d'accepter de me sentir dans la position de celui qui ne sait pas. Mais si j'ai l'orgueil de me dire, ouais, mais moi je sais tout, je fais des conférences, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à apprendre. Hein.
Eh bien, si, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et donc, c'est à moi d'aller travailler cette dimension émotionnelle. C'est aussi à moi d'avoir certains comportements. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai pas des comportements qui me permettent de faire grandir ce que j'ai envie de voir grandir. Et puis, est-ce que les résultats que j'ai envie de voir dans ma vie, est-ce que ce sont les bons résultats? Ben, tout ça, il va falloir aller bosser ce truc-là. Et bosser Alors ce truc-là. justement, pour les personnes qui sont en train de suivre, certainement ils sont en train de se demander quel est le point commun entre les personnes que tu accompagnes pour se développer sur le plan personnel ou professionnel, les entreprises, les managers. Est-ce est-ce qu'il y a des habitudes, sachant qu'on n'est pas les mêmes, mais est-ce que chaque personnalité a besoin d'approfondir ou d'acquérir certaines compétences spécifiques à elle-même? La réponse est très simple. Si avec sa personnalité, elle n'arrive pas à, à, à construire ce qu'elle veut construire, ça veut dire que sa personnalité ne peut pas le faire. C'est tout. Oui, là, il s'agit d'elle-même, mais quand on est en entreprise ou avec des associés ou Pareil, dans une pareil. réunion, bah, on a du mal avec les autres des fois, ou on a du mal à manager. Moi, j'ai une question que j'ai reçue, bah, l'humain, c'est pas évident. On peut bah, manipuler un ordinateur ou les robots. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a tendance à humaniser les robots et robotiser l'être humain, malheureusement. Bah, c'est toujours Absolument. compliqué. Il y a toujours un inattendu, en fait, ou une surprise avec l'être humain. Oui, mais l'être humain a besoin de ça aussi. C'est-à-dire que l'être humain, il a plusieurs besoins fondamentaux. Il a besoin de sécurité, mais il a aussi besoin d'aventure. Il a besoin, en fait, de variété dans sa vie. Donc, il y a des paradoxes. Il a besoin d'être reconnu, c'est-à-dire d'être signifiant pour les autres. Il a besoin d'être aimé. Il a besoin d'accomplissement et il a besoin de réussir. Il a tous ces besoins-là qui sont assez en paradoxe. Bon, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est qu'à un moment donné, si on a des projets et que nos projets, on n'y arrive pas, ce qui est à nos projets, eh ben, c'est nous. Et c'est nous de travailler dans un premier temps une croyance. C'est que si nous avons survécu, c'est que nous avons su mettre en place un logiciel de survie pour obtenir trois choses: amour, sécurité, reconnaissance. Si nous voulons demain avoir une vie qui porte nos valeurs, qui fait sens pour nous, on est obligé de changer notre logiciel pour un logiciel de vie. Donc, on va passer d'un logiciel de survie à un logiciel de vie. On va passer du personnage au rôle. Et puis, on va être obligé, pour ça, de travailler nos traits de caractère. Nos traits de caractère, c'est l'attitude qui est la nôtre face aux événements. En fait, c'est ça. C'est le caractère, c'est la manière dont on s'est sculpté. Et c'est ça qui va générer notre destin. Si on veut aller par là, que nos traits de caractère vont par là, ce sera tous les traits de caractère qui vont l'emporter. Personne ne peut dépasser ces traits de caractère. Le seul moyen, c'est de les faire évoluer, nos traits de caractère, dans la direction qui va nous permettre d'atteindre ce qui est important pour nous. Autrement, on est dans un rêve. On va passer notre temps à suivre des formations pour avoir de la technique, comment faire ci, comment obtenir ça en 30 jours, machin, etc. Les marketeurs du web ont parfaitement compris qu'il suffisait d'amener les gens dans les émotions et tout d'un coup de leur faire croire qu'en 30 jours, ça y est, ils vont devenir Monsieur Univers. Ben ouais, non, ben, détends-toi. Même, il faut savoir que tous les grands qui réussissent dans comment réussir à faire 1 million, alors j'aime bien faire 10K, 12K, 20K, 100K, machin. Bon, il faut savoir qu'ils sont le personnage qui est coincé là-dedans. Donc pour eux, c'est quasiment une maladie que de réussir. Mais ce personnage ne s'est pas construit de la même manière que mais tu ne vas jamais y arriver, y compris avec toutes leurs techniques. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que tu travailles tes traits de caractère pour pouvoir développer le chef d'entreprise qui, il est quasiment naturel, le chef d'entreprise. On connaît cette configuration-là. Elle est toujours la même. Regardez, c'est toujours les mêmes qui sont dans la réussite. Hein. C'est ce qu'on appelle les configurations 3 ou les configurations 8. Pourquoi? Parce que c'est la manière dont ils ont de gérer leurs angoisses, c'est de réussir. Ah, donc ça va. Toi, la manière dont tu as de gérer ton angoisse, c'est de te sécuriser. C'est de blinder tout, comme ça, on ne va pas se faire avoir, comme ça, on est sûr, comme ça, parce que les gens, il faut se méfier, machin, etc. Eux, ils n'en ont rien à foutre.
c'est déjà et d'ores et déjà à l'intérieur de leur configuration. Moi, j'ai une configuration où j'ai tendance à me méfier énormément des gens. Si je compte là-dessus pour développer mon activité, c'est mort. Tout s'arrête là. Alors moi, je veux bien prendre un petit peu de temps pour te donner quelques traits de caractère que nous allons avoir à développer, qui vont nous permettre d'agrandir notre personnage pour aller jusqu'au rôle, par exemple le rôle de chef d'entreprise. Moi, je connais plein de gens, ils sont motivés, ils ont envie, ça leur plaît. Oui, mais leur personnage les limitera tout le temps. Tu as bien une copine à toi qui veut que tout soit parfait. Et si elle a une tâche comme ça là, elle va les changer. Il faut que les enfants soient toujours impeccables. Oh ben faites attention, je vais faire le ménage, alors que tout est nickel dans la maison. C'est une compulsion, elle est coincée dans un personnage qui a peur de ne pas être à la hauteur et qui veut absolument être parfait. Mais alors, tu me rappelles un bon exemple, en tout cas, une fille qui était dans ma classe où elle était une tête. Hein, donc moi, je suis littéraire, elle vient d'une branche scientifique. Donc, elle est sortie après avoir sa copie de maths, où elle a eu 19 sur 20. Et elle a explosé. Elle s'est effondrée, elle a commencé à pleurer. Et on était tous là, on l'a entourée pour la consoler. Et personne ne comprenait, nous qui avions 6, 7, tous au-dessus de la moyenne. On ne comprenait pas son attitude. Mais aujourd'hui, je comprends que c'est un besoin des personnes qui se challengent entre eux. Fallait pas la rassurer. C'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à elle. Il y en a plein aujourd'hui qui sont là. Mais oui, donc elle va être coincée là-dedans. Donc ça veut dire que pour communiquer, si elle veut se lancer en tant que chef d'entreprise, pour communiquer, mais elle va passer 1 an à faire une maquette jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Et puis les concurrents lui seront passés devant depuis longtemps. Donc pour faire un discours, il faut travailler jusqu'à 1h du matin, pas d'improvisation, avec une peur de ne pas être à la hauteur. Tu ne peux pas avancer avec ça. Donc chaque configuration a ses forces et ses faiblesses. Donc, c'est d'aller prendre conscience de ses propres faiblesses et d'aller chercher justement les forces dont on a besoin pour pouvoir réussir à être dans le rôle de parent, le rôle d'amoureux, le rôle d'ami, le rôle de chef d'entreprise, peu importe ce que c'est. Je parle bien de rôle. Le rôle, il est essentiel. Le rôle, c'est un antidote, un poison fondamental pour être heureux qui s'appelle le personnage. Sauf que si j'ai bien compris, il faut respecter le rôle à chaque domaine de vie, que ce soit, si on est à la maison, on doit respecter ce rôle, si on est un papa ou une maman, on doit respecter le rôle d'être un ami si on est avec des amis, on doit respecter le rôle si on est entrepreneur ou manager, si on est dans le monde du travail ou salarié. Exactement. On ne peut pas les réussir en même temps, même si on change d'endroit, d'environnement. Est-ce que l'environnement, elle est propice aussi? Non. L'environnement. C'est pas question d'environnement. Ce n'est pas l'environnement, justement, qui est propice. Non, justement. Sinon, ça me fait penser à une amie qui me disait, ouais, moi, je suis pas stressé. Mais je dis, vas-y, développe. Ouais, je suis dans mon bain, il y a des pales de rose, des petites bougies, une musique sympa. Mais tout est tendu là-dedans. Qu'est-ce que tu me racontes? Il n'y a aucune crainte. Ce qui est intéressant, c'est de voir, en fait, la manière dont on est résilient face à la contrainte. Donc, le but n'est pas d'avoir un environnement facile. Le but est d'avoir un rôle solide, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, pour avoir un rôle solide, eh bien, c'est à nous d'aller se poser la question et d'aller voir des gens qui sont déjà dans ce rôle et de leur demander, en fait, comment ça marche pour eux. Et qui est-ce que je fréquente? Moi, je sais bien, j'ai des copains, j'ai vraiment des potes qui sont très éloignés les uns des autres. Il y en a, c'est des combinards, en fait, quand ils viennent boire un café à la maison. Et ils me racontent les combines, comment ils ont trouvé des pneus à 30% de moins, machin, etc. En fait, moi, quand je discute avec eux, j'ai tout le temps envie de trouver des combines pour payer moins cher. Et puis, quand je discute avec d'autres potes qui, eux, s'en foutent complètement, eux, ils me donnent des combines, en fait, comment avoir les meilleures choses. Et je me dis, oh ouais, c'est vrai, c'est bien d'avoir les meilleures choses. Et donc, on va se rendre compte qu'en fonction de qui j'écoute, eh bien, on va nourrir notre cerveau d'une manière différente. Donc, si j'écoute que des gens, c'est comme les alcooliques anonymes. Moi, je suis désolé, mais ils sont entourés d'alcooliques anonymes. Et donc, en fait, ils parlent de quoi? Ils parlent de tout ça. Et donc, ils restent dans le même bain.
Si on fait des réunions, je sais pas, à Pôle emploi ou je sais pas quoi, ben, qu'avec des gens qui n'arrivent pas à trouver de boulot. C'est pas ça qui est intéressant. C'est d'aller rencontrer des gens qui ont réussi dans leur rôle et qui ont réussi à atteindre les objectifs que moi j'ai envie d'atteindre. Et puis une fois que j'ai trouvé les bonnes personnes, ben, ça va être de passer du temps avec eux. Et les gens sont toujours prêts à répondre. Est-ce que j'ai hésité une seconde quand tu m'as demandé? Non, moi je suis toujours Ah, prêt à du tout. partager mon savoir. Je trouve ça trop cool, tu vois. Donc le truc c'est, est-ce que j'écoute les bonnes personnes? Deuxièmement, quand je les écoute, est-ce que je suis vraiment, vraiment, vraiment enseignable? Et être enseignable, deux choses. C'est premièrement une forte volonté d'apprendre et deuxièmement une forte volonté d'accepter le changement qui va avec l'apprentissage. Voilà, ça, c'est une des clés absolument fondamentales. Donc, on va chercher les deux. Si on écoute quelqu'un, on sait qu'on va être obligé de changer les choses dans notre vie. Moi, j'ai voulu changer physiologiquement. Eh ben, ça fait que je vais tous les 2 jours à la salle de sport. Parce qu'autrement, j'aurais écouté, oh, c'est bien, ça, c'est bien, c'est bien. Oui, mais est-ce que je suis prêt à accepter le changement? Ça veut dire de consacrer tous les 2 jours 2 heures minimum pour aller à la salle, revenir et puis faire tout ce que j'ai à faire. Voilà, c'est ça. Donc, Alors, tu parles du changement. Le changement est généralement douloureux. Et au même temps, il a besoin de temps. Alors qu'aujourd'hui, on fuit la douleur aussi, même si elle est ouais, bénéfique, ouais. ou je pense qu'on n'est pas toujours obligé de se faire mal ou avoir mal pour grandir. On peut grandir en s'épanouissant aussi, hein. Et le temps varie selon la vision des personnes pour le temps, que ce soit pour un entrepreneur qui veut atteindre certaines... parmi les objectifs, on a une date aussi, on met une date, et ça devient une pression à un moment donné, ou si un manager il a oui, mais des c'est objectifs normal. et des résultats. La pression, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la douleur. Justement, tu as parlé de la douleur. Il y a la douleur qui est liée à tout ce que devrais changer dans ma vie pour réussir. Et puis, il y a la douleur de rester comme ça. Donc, l'objectif, c'est d'augmenter la douleur de rester comme ça. Dans toutes les communications qu'on va faire, c'est de dire... De changer ça, tu veux dire. Que va-t-il se passer si on ne fait rien? Et ça, on va l'augmenter et ça va devenir une douleur énorme qui va devenir tellement plus grosse que la petite douleur qui est au changement nécessaire. Donc, la plupart du temps, pourquoi les gens, on les menace ou on les motive? Mais parce qu'on ne sait pas faire ça. Moi, si je te dis, oui, je ne sais pas, par exemple, ou pas à toi, mais à quelqu'un, tiens, ça peut être sympa pour ta santé que tu fasses du sport. Ah non, oh non, ça m'emmerde, j'ai pas envie de me faire chier avec ça, etc. Je dis, ben, c'est simple, à partir du moment où tu vas pas en faire, en fait, tu vois, tes muscles vont commencer à se dégrader, tu auras de plus en plus de mal à te lever, et raisonnablement, dans peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, eh bien, tu marcheras avec des béquilles. Là, j'augmente la douleur de ne rien faire. Ah, c'est cru, là. Ça fait mal. Eh bien oui, mais c'est ce qui permet, en fait, que l'individu, il ne va pas vers ce qui le stimule. Il fuit ce qui est douloureux. Dire à la personne, ça va être génial, gna, gna, gna. Oui, mais il s'en fout, en fait. Si tu dis à une personne, est-ce que si tu fais ça, ça te va que je te paye 150 euros? Il dit, ouais, bon, non, ça me fait chier. Eh bien, je te dis que si tu ne le fais pas, je te prends 150 euros. Eh bien, la douleur à la perte est plus importante que la douleur du gain, hein, ou que le plaisir du gain. Donc, c'est à nous aussi de comprendre ça. Je sais qu'en PNL, on a des outils, par exemple, un outil qui s'appelle le chemin de vie, qui va nous permettre de mettre en perspective la douleur de ne rien changer par rapport à la douleur du changement. Parce qu'il y a une douleur dans le changement. Il y a une douleur. Moi, je fais du sport, j'ai un peu mal à une épaule, etc. Bon, ça, c'est en train de se passer, mais j'y allais quand même, etc. Parce que la douleur de ne pas le faire était immense par rapport à la douleur de le faire. C'est ça qu'on doit comprendre aussi dans cette notion de manager. Manager, c'est augmenter les niveaux de conscience de ce qui est stimulant. Augmenter les niveaux de conscience de ce qui est stimulant. C'est toujours une affaire de prise de conscience. Alors pour un entrepreneur ou chef d'entreprise ou manager ou autre, hein,
connaître les personnalités, hein, selon l'énéagramme ou selon les autres outils. Il y a le DISC, il y a le MBTI. Et là, j'ai une question où une personne se demande comment pourrais-je sortir du sentiment de ne pas être assez bien pour les autres, pour moi et même euh, pour moi-même et surtout pour les inconnus, surtout que je suis énéagramme, je sais pas, la marque 5 selon le test de la personnalité. Donc, quel est le bénéfice en fait? Comment il peut s'en servir? Et est-ce que toujours, entre théorique et pratique, c'est autre chose, j'imagine. Et le fait de le savoir, en fait, être 3, être 4, être 5, j'estime que la majorité connaissent les énégrammes. Moi, Oui, 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 bon, je c'est peux des pas les profils de citer, mais on personnalité. peut en parler Peu rapidement. Le fait importe. de le savoir, comment je peux m'améliorer une fois je connais ma personnalité telle ou telle, et par rapport à ton approche, parce que j'ai vu que Absolument. tu n'es pas limité à une personnalité. C'est absolument fondamental de connaître sa personnalité parce que ça permet de savoir quels sont les aspects de ma psychologie qui vont s'activer à partir du moment où je suis face à une forme de stress. Donc, face à une forme de stress, il y a une partie de mes intelligences qui vont s'activer et d'autres qui vont partir en retrait. Donc, le fait de le savoir, ça veut dire aussi que je prends conscience que mon cerveau n'est pas une machine à réfléchir qui fonctionne de manière constante. On sait très bien qu'on ne réfléchit pas de la même manière si on est en colère, si on a peur, si on est triste ou si on est joyeux. Voilà. Tout simplement parce que ça va modifier la manière dont mon cerveau va fonctionner. Moi, je sais que quand l'angoisse monte à cause des formes d'insécurité, parce que je suis une configuration 6 qui a tendance à beaucoup s'inquiéter, eh bien, je vois les mécanismes qui s'allument et qui, en fait, pourraient m'éloigner des rôles que j'ai envie de remplir dans ma vie, parce que ce n'est qu'au travers des rôles que je vais réussir à construire ce que j'ai envie de bâtir. Donc, connaître son profil de personnalité est une manière de connaître les voyants qui vont s'allumer lorsque j'ai tendance à me rétrécir dans des formes d'intelligence. Devenir un expert. Moi, je suis un expert de l'insécurité, très bien, mais on ne peut pas mener une vie heureuse en étant un expert de l'insécurité. Point à la ligne. Donc, l'objectif, c'est de comprendre que lorsque on a du stress, l'angoisse va monter, le personnage va arriver, et le personnage qui n'est qu'une petite partie de mon intelligence va prendre le contrôle sur ma propre vie d'un point de vue intellectuel, émotionnel et comportemental, et lui va faire plus de la même chose, et il a tendance à me renvoyer en arrière, il a tendance à m'amener à faire ce que je crois que les autres attendent. Donc, l'objectif, c'est de commencer à identifier des gens qui vivent la vie que moi j'ai envie de vivre, enfin, qui m'intéresse, d'aller à la rencontre de ces gens-là et de leur demander comment ils font. Comment ils font? Comment ils font face au regard des autres? Voilà, de manière à installer à l'intérieur de soi l'ensemble des mécanismes dont j'ai besoin pour sortir de la limite de mon propre personnage. Et donc, si j'ai un problème de légitimité, ben, je vais aller voir quelqu'un qui n'en a pas et de voir comment il fait face aux événements. Et donc, c'était quoi le gars? Il avait peur de... En fait, il se posait des questions. Comment il pourrait se sortir du sentiment de ne pas être assez bien pour les autres et pour lui-même, surtout Oui, qu'il oui. est Alors, personnalité. je lui conseillerais de regarder une conférence sur Internet qui s'appelle euh, La conférence qui change la vie par Daniel Morel, où il va avoir de vraies réponses par rapport à ça. C'est une conférence, elle est gratuite, hein, donc il peut aller la voir. Parce que c'est, je dirais pourquoi il ressent ça, parce que c'est la cellule de censure qui existe à l'intérieur de lui, qui a été mise en place alors qu'il était tout petit et qui va l'empêcher de devenir ce que lui, il veut devenir, parce que la cellule de crise qui est liée à la survie l'oblige à être, à faire et à voir certaines choses et pas d'autres. Et c'est pour ça qu'il ressent ça. Donc il ressent à chaque fois de l'angoisse. Donc si il s'autorisait à être autrement, l'angoisse monte et hop, il rentre à la maison, hop, terminé, on abandonne tout le dossier. Ça veut dire que personne ici ne fera l'économie
pour grandir, pour passer d'un personnage minuscule à des rôles fantastiques, de traverser l'angoisse qui l'en empêchait jusqu'à présent. C'est-à-dire, l'angoisse du personnage, c'est de ne pas être autrement que la cellule de crise voudrait qu'il soit. Donc, l'objectif de son système de la matinée de sa vie, c'est de le contingenter à un personnage qui ne déplaira pas aux autres, ce qui va lui permettre de ne pas perdre amour, sécurité, reconnaissance. Et c'est ça le challenge que nous avons tous à faire, c'est de passer du personnage au rôle. Le rôle, c'est celui qui va alimenter la vie, la vraie vie qui nous passionne et dont on a tous envie. Et là, pour ça, il va y avoir la nécessité de se laisser traverser par l'angoisse de mal faire, l'angoisse d'être rejeté, l'angoisse de faire mal et de le faire quand même. Alors pour ça, il faut être sacrément motivé et sacrément bien entouré, de manière à ce que les gens bien entourés commencent à mettre énormément de douleur à ne rien changer et commencent à minimiser la douleur du changement de manière à ce que la bascule se fasse presque naturellement. Dès qu'on côtoie, et je ne sais pas comment il s'appelle, son prénom, hein, celui qui t'a dit ça. Alors, je ne sais pas son prénom, je me de la question. J'entends très peu, c'est très assuré. Eh ben, en fait, j'ai pas noté. Ouais. Ce que je peux lui dire, c'est que c'est un chemin. On passe de la dépendance à l'autonomie, on passe de la survie à la vie, on passe du personnage au rôle, on passe de l'angoisse au désir. Voilà. Et c'est ça qui va faire la différence. Et donc, ça veut dire qu'il ne traversera pas, ou alors, je vais le dire d'une autre manière, ça n'est pas la peine qu'il attende que l'angoisse d'y aller disparaisse, parce que c'est parce qu'il y va et qu'il traverse l'angoisse qu'à un moment donné, elle n'a plus d'effet sur lui. Mais s'il croit que ça se passe autrement, alors là, il se met un doigt dans l'œil jusqu'au coude. Alors, généralement, en leadership, on parle de réussite. Sinon, comment le leadership peut utiliser ses échecs? J'entends pas. Je suis désolé, mais je suis très assuré. Est-ce que je ne sais pas. Moi, j'ai la fibre. Normalement, c'est nickel. Ouais, je regarde moi juste. aussi, Oui, ça coupe. J'ai travaux à côté, donc ça impacte un petit peu la connexion. Je disais que comment le leadership, toujours leadership à la réussite, et comment utiliser ces échecs pour rebondir sur les liens. Est-ce que tu peux taper ça dans le chat? Non, je ne comprends pas ce que tu dis. Est-ce que tu m'entends? On arrive à la façon de l'émission. Il me reste 2 questions. Est-ce que tu m'entends, Daniel? J'entends pas bien. C'est et donc j'ai vraiment du mal. Je vais prendre la question. Heureusement, je l'ai fait. Si tu peux envoyer un peu dans le chat, ça peut être bien. Alors, je t'ai envoyé un. J'ai rien. Présenter paramètres Est-ce que tu m'entends là? J'entends mal. J'entends mal. Je comprends pas. Je vais regarder, peut-être il y a eu des parasites liés au Bluetooth ou des choses comme ça. On sait jamais. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas mon téléphone. Non. Tu as envoyé ça là-dessus. Ok. Comment un leader peut-il utiliser ses propres échecs pour renforcer son équipe et sa performance? Penses-tu qu'un leader... Est-ce que tu m'entends là, Daniel? Oui, vas-y, là, j'ai compris. Est-ce que tu m'entends? Alors, je te disais comment, généralement,
le leadership, il est lié à la réussite, alors que c'est pas le cas toujours. Et des fois, il échoue dans un certain domaine de sa vie, ça peut impacter son travail ou son équipe ou son entreprise. Comment il fait pour rebondir et en même temps renforcer et inspirer ses équipes s'il en a une équipe à gérer? Oui, c'est ce que je te disais au début, c'est-à-dire que il n'y aura pas de leader inspirant qui ne soit pas inspiré par son propre lead lui-même. Donc, si il n'est pas capable de vivre des expériences successives, il y a 3 grandes expériences qu'on est obligé de vivre quand on est un leader, ou je dirais quand on est un humain, moi ça me paraît être la même chose. C'est des expériences de prise de conscience. Donc, prendre le temps d'observer qu'est-ce qui se passe vraiment. Donc, ça veut dire les questions. Ça veut dire aller chercher le feedback. Ça veut dire s'intéresser aux résultats, s'intéresser à comment les gens vont, s'intéresser vraiment, augmenter la prise de conscience. Deuxièmement, face à cette prise de conscience, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Donc, de me remettre toujours en dynamique d'apprentissage. Peut-être j'ai besoin d'apprendre à écouter, j'ai besoin d'apprendre à communiquer, j'ai besoin d'apprendre à être stable, j'ai besoin d'apprendre à avoir de bonnes croyances, j'ai besoin d'apprendre à travailler ma vision, peu importe ce que c'est. Ensuite, je vais avoir une phase de mise en application, c'est-à-dire prise de conscience, apprentissage, mise en œuvre, mise en œuvre, mise en œuvre, mise en œuvre. Et ensuite, prise de conscience pour analyser les résultats. C'est-à-dire, je suis dans une boucle de vie, une boucle permanente d'apprentissage, de manière à rester un être vivant dans ce qui est vivant. Et je vais te donner pour ça la définition de ce que je crois être la crise. La crise, un défaut d'adaptation face à un changement qui est là. Donc, par exemple, on a un couple qui vient me voir, il me dit oui, on est en crise, machin, etc. Ah oui, d'accord, ok. Et donc, la crise, c'est qu'ils s'engueulent. C'est qu'ils se pouillent la gueule, quoi. Tu dis, bah, c'est pas bien, faut pas faire ça. Tu vois, non, on va pas dire ça. On dit, en fait, à quoi vous résistez? C'est quoi les changements qui sont en train de s'opérer ou les changements qui s'opèrent ou les changements qui se sont opérés auxquels vous résistez? Et quand on résiste face aux changements inexorables ou qui sont là, eh bien, on se met en situation de crise. Et donc, le système commence à dysfonctionner. Et ça va devenir de plus en plus violent. Donc, c'est quoi quelqu'un qui a un bon leadership? C'est quelqu'un qui est capable en permanence de voir que les choses changent, être capable d'instaurer pour lui-même et d'accompagner les autres dans les changements nécessaires pour éviter les crises. Donc, ça nécessite toujours 3 choses. Être capable d'apprendre, être capable de prendre conscience, d'apprendre et de mettre en œuvre. Et puis, en boucle comme ça. Voilà, toujours la même chose. Alors, un leader, il doit toujours être extraverti ou il doit être introverti? Moi, je connais des introvertis. Ça n'a pas d'importance. Je dirais qu'il y a des situations où l'action est intéressante. Non, ça n'a pas de. Il a besoin d'être cohérent avec ça. C'est tout. Voilà. Et il y a de très bons leaders intro et extra. Ça ne rentre pas en ligne de compte. Il faut juste le savoir. C'est quelqu'un qui a tendance à parler beaucoup. Il faut juste qu'il le sache parce qu'il y a des fois, il faut qu'il parle, puis il y a des fois qu'il ferme sa gueule. Voilà. Donc c'est OK. C'est un trait de caractère que j'ai même pas mis moi dans mes 10 traits de caractère nécessaires. Parce que pour moi, il n'est pas. C'est comme quelqu'un qui aura une grosse voix, une petite voix. Ça ne change pas grand-chose. Moi, je me souviens d'une amie qui s'appelait Minh Thuy Nguyen, qui faisait des études à Saint-Denis avec moi, et elle parlait extrêmement doucement. On l'entendait à peine. Et on était très proches, et je lui dis, mais Minh Thuy, pourquoi est-ce que tu parles si bas? Elle m'a regardé, elle m'a souri, elle m'a répondu, parce que j'écoute. Alors, ça me rappelle quelqu'un, je l'étais il y a 10-15 ans, et pour moi, je parlais normalement, je ne me rendais pas compte que je parlais bas. J'ai l'impression de crier. Mais j'ai appris
à parler plus fortement à force de me faire la même remarque à chaque fois. On arrive à la fin. Est-ce que déjà il y a une personnalité qui t'inspire ou qui t'est inspirée au fil du temps? Je vais regarder si tu as noté ça parce que je n'entends pas grand-chose de ce que tu dis. Je suis vraiment désolé. Essaye de le noter, s'il te plaît. J'ai envoyé. Tu as envoyé? Est-ce qu'il y a une personnalité qui t'inspire? Des personnalités qui m'inspirent. L'abbé Pierre, non, je déconne. Alors, bon. Oui, c'est des gens qui assument les rôles que la vie leur a offerts, qui assument le fait de s'investir avec humilité, enthousiasme dans les rôles. Je crois que c'est ça le plus important. C'est l'humilité de savoir que on va avoir des changements absolument nécessaires. Donc, qui est-ce qui m'inspire comme ça? J'ai des copains comme ça, mais ils sont inconnus. Dans tous les domaines, il y en a qui m'inspirent. Et je vais surtout choisir par domaine et par rôle. Tous ceux qui ont su avoir l'humilité de s'arracher à minima de leur âge m'inspirent. Tous ceux qui, à un moment donné, ont décidé de ne pas se servir d'une situation pour exister aux yeux des autres, mais qui ont compris qu'ils pouvaient investir leur rôle pour pouvoir contribuer à une situation, m'inspire. Voilà. Je dirais que c'est ce point de bascule que je vois parfois, assez rarement, mais qui m'inspire. Moi, j'ai 60 ans, donc j'ai une forme d'expérience. Je ne l'attends pas chez les gens avant, et puis je ne l'attends pas en général. Moi, ça me va que les gens ils soient comme ils sont. C'est à moi je dirais, d'avoir cette capacité de me leader pour que je passe de très bons moments lorsque je vais à la boucherie, lorsque je vais à la station, lorsque quelqu'un grogne dans un restaurant et que je continue à la fois d'aimer la vie et puis d'aimer les gens qui m'habitent parce que je crois que j'ai fait un petit travail de ce côté-là qui fait que ça n'est plus les autres, ça n'est plus l'environnement qui décide de comment je me sens, mais c'est ce vrai et fondamental travail de dépouillement personnel qui a fait que j'ai réussi à faire ça et non pas de l'équipement ou du développement personnel qui serait de s'équiper de milliers d'outils qui, j'espère, vont me sauver la peau. Non, c'est à moi d'investir en moi. Le leadership, c'est d'abord le sien, c'est d'abord le leadership envers son mental, ses émotions, son corps. Le leadership d'être capable de rester vivant, donc d'être capable de pouvoir prendre conscience, toujours avoir cette folle, je dirais, il faudrait devenir comme Sherlock Holmes, c'est-à-dire un fou furieux de l'observation. Voilà. Quand les gens font de la PNL, souvent ils me disent, mais on aura comme compétence à la fin une formation. Alors, avec un petit sourire, tu vois, je leur dis souvent, vous saurez poser les bonnes questions, vous saurez fermer votre grande gueule et vous saurez observer. Et je pense que l'observation est sans doute une des plus belles qualités. Je connais très peu de gens qui posent des questions pour découvrir l'autre. Ils le font en général pour se rassurer ou pour déjà préparer la question qui suit. Donc des gens qui sont capables de quitter tout confort pour partir à l'aventure de l'autre m'émerveillent. Voilà. Bien. Alors, je te remercie encore une fois pour un petit rappel sur la forme, où est-ce qu'on pourrait te trouver, Daniel Morel? Ah, j'ai pas entendu. Je subodore peut-être une question, mais je suis pas sûr. J'ai pas entendu. Est-ce que tu m'entends? J'entends, mais c'est coupé quand même, c'est haché. Ah. Attends, peut-être que je peux faire quand tu parles, c'est peut-être de couper mon micro. On arrive à la fin, en fait. C'est pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin ou de te contacter. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver?
Oui, pour tous les gens que ça a intéressé d'être de cette démarche-là, qui, moi, m'a sauvé la vie, ou qui m'a fait sortir de la survie pour rentrer dans la vie, vous allez vous taper Daniel Morel, danielmorel.com. Il y a mon site internet qui va beaucoup parler Ennéagramme et PNL. J'ai aussi une formation en ligne que j'adore. Pourquoi? Parce que c'est le fruit de plusieurs années de travail, plusieurs années où je me suis dit, je vais faire la formation sur laquelle j'aurais aimé tomber il y a 10 ans parce qu'elle m'aurait fait gagner un temps fou. Voilà. Ça s'appelle Ma vraie vie, mais vous allez la trouver en allant sur mon site internet. C'est une formation que j'ai souhaité pédagogique, que j'ai souhaité accessible et que j'ai souhaité efficace. Et vous savez que j'ai mis sur cette formation une garantie absolue, c'est-à-dire que si des fois cette formation ne vous convenait pas, je vous la rembourserai sans discuter. Mais je n'ai jamais eu, sauf une fois, mais c'est une dame qui avait sans doute un certain âge et qui n'arrivait pas jamais à rentrer ses codes. Et puis un jour, elle m'a dit, bon, écoutez, Daniel, je n'y arrive pas, je vais arrêter, est-ce que vous voulez me la rembourser? Et donc, c'est la seule fois où je l'ai remboursée depuis que je l'ai mise en ligne. La note est de 5 sur 5 absolument tout le temps et les retours que j'ai sont des retours de gens qui m'expliquent la manière dont ils ont mis ça en œuvre et comment ça a transformé leur vie. Et quand je vous dis que cette formation est accessible, vous pourrez voir effectivement que c'est vraiment le cas. Je vous ai dit, j'ai 6 enfants, je dirais entre 7e. Voilà. Je vais finir avec cette phrase qui est la tienne, qui m'a en tout cas interpellée, c'est la vie, ne pas réussir sa vie, mais plutôt savoir être soi. Oui, être soi, oui, c'est absolument ça. Réussir, c'est devenir. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Réussir, c'est devenir. Et celui qui se cale uniquement sur réussir a déjà perdu. Parce que le jour où il aura réussi, il ne sera pas devenu celui qui pourra en prendre. Merci à vous. Exactement. Merci, en tout cas, merci. Peut-être à un prochain interview. Ce sera avec un plaisir. Et je suis désolée pour les personnes qui nous suivent pour cette coupure. Daniel, c'est un vrai mes amis, Raph et Rama, Rosa, qui ont répondu à mes questions et la communauté SF. Merci Daniel. Merci à toi, merci à ta communauté, au plaisir. Et, merci à toutes les personnes qui ont suivi cette. Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez m'appeler, tu mettras mon numéro de téléphone. Il y a plein de gens qui m'appellent régulièrement. Je prends le temps de répondre parce que j'ai aussi une vraie préoccupation pour mes concitoyens et j'ai envie aussi, parfois, un coup de téléphone de 5 minutes, 10 minutes ou 1 heure, et ben, ça peut changer une vie. Donc, il faut être à l'aise avec ça. Effectivement, et je confirme en tout cas. Merci. Et salut, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.